Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Donc aujourd'hui, nous allons faire notre troisième vidéo sur le langage familier raconté et expliqué aux étrangers. Alors, pourquoi raconter? Parce qu'on dit pour chaque mot d'où ça vient et également on explique dans les vidéos à chaque fois les significations originales et puis aussi les synonymes. Vous savez, lorsqu'on apprend le français, c'est toujours très utile d'avoir des synonymes, c'est-à-dire de pouvoir dire la même chose en utilisant des mots qui sont différents mais qui ont le même sens. On n'aime pas en français répéter le même mot plusieurs fois. Le français est une langue très riche, donc effectivement, c'est toujours intéressant lorsqu'on découvre une expression de connaître un synonyme. Et puis des fois il y a une expression dans un langage familier qui peut avoir un synonyme dans un langage beaucoup plus standard, beaucoup plus poli. Alors le langage familier n'est pas forcément un langage mal poli, c'est des fois aussi un langage qui est parlé par un groupe, qui est parlé aussi pour faire un peu d'humour ou parce qu'on est détendu. Mais c'est vrai qu'il y a, comme on l'a dit, trois registres de langue: le registre familier, le registre standard ou courant et le registre soutenu. Tout à l'heure, lorsque nous allons découvrir nos expressions, je vous mettrai donc la petite présentation des trois registres de langue avec des exemples. Si vous aimez nos vidéos, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et également à liker cette vidéo, ça permet de lui donner davantage de visibilité et cela nous soutient. Merci beaucoup à vous. Donc, et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour être tenu au courant. Là, nous faisons des expressions familières, nous ferons également d'autres expressions d'un autre registre par la suite. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de quelques mots de registre familier. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils. Lorsque vous apprenez le français, c'est vrai qu'on a tendance à traduire d'après sa propre langue. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez traduire, mais ce sera toujours approchant. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment observer et écouter. Vous êtes avec un groupe d'amis et par exemple, une personne dit un mot que nous allons voir dans la vidéo en disant « mon plus gros flex ». Peut-être que dans votre langue, il y a le mot flex et donc vous allez avoir la tentation de traduire. Peut-être vous allez penser à flexible, quelqu'un qui donc est adaptatif, quelqu'un qui s'adapte à toutes les situations. Or, en français, c'est pas du tout la même chose. Le verbe flexer veut dire en mettre plein la vue. Donc, mon plus gros flex, c'est ma plus grande réussite, vraiment la chose pour laquelle je suis exceptionnelle. Donc, rien à voir avec la flexibilité. En français, la flexibilité, c'est par exemple, j'ai rendez-vous avec une amie samedi à 16 h, elle me téléphone, elle me dit « je suis désolée, est-ce que nous pouvons reporter notre rendez-vous à la semaine prochaine ?» Pas de problème, je suis flexible, j'accepte de déplacer le rendez-vous. Également, si je prends un rendez-vous chez le médecin, on m'appelle, exceptionnellement, le médecin ne peut pas vous recevoir comme convenu, acceptez-vous d'avoir un rendez-vous un autre jour? Et je vais dire oui. Bon, c'est assez rare, hein. Généralement, quand vous allez chez le médecin en France, tout le monde respecte l'emploi du temps, mais un imprévu peut arriver. Donc là, on est flexible. Également, lorsqu'on vous demande dans un entretien d'embauche, êtes-vous flexible au niveau des horaires, c'est-à-dire acceptez-vous de commencer le travail parfois à 8 h, parfois à 9 h, parfois à 10 h, et donc par conséquent de finir plus tard. Vous voyez que ça n'a strictement rien à voir avec mon plus gros flex ou je ne poste pas cette photo pour flexer, qui est donc une expression familière qui va être utilisée par les jeunes, mais aussi par les moins jeunes et aussi par exemple les créateurs de contenu. Quelqu'un qui poste une photo en maillot de bain et qui va vous dire « non, non, je ne poste pas cette photo pour flexer »,
C'est-à-dire non, non, je ne poste pas cette photo pour montrer que je suis belle en maillot de bain. Non, non, c'est je poste cette photo pour partager un lifestyle, pour partager un mode de vie. Voyez. Donc, attention à une chose très importante, c'est également mon deuxième conseil, c'est le contexte. Le contexte peut changer complètement la valeur d'un mot. Et également, faites attention aussi au glissement sémantique. Par exemple, si j'assiste à un match de foot et je dis « Ah, le joueur que j'aime bien est assis sur le banc de touche, il est sur la touche », eh bien, ça veut dire que ce joueur de football n'est pas, pour le moment en tout cas, sur le terrain. Peut-être va-t-il remplacer un joueur et va-t-il intervenir et jouer prochainement. Et ça n'a pas du tout le même sens si je dis « j'en ai assez d'être toujours sur la touche ». C'est-à-dire ici, l'expression « être sur la touche » veut dire en fait, je suis toujours mise de côté, je suis toujours mise à l'écart. Donc, j'en ai assez d'être mise sur la touche, ça voudra dire, ou d'être mis sur la touche, hein, si je suis un garçon, ça veut dire tout simplement, j'en ai assez de ne pas être pris en considération, j'en ai assez de ne pas participer à tel événement ou à telle prise de décision. Donc là, il y a un glissement sémantique qui est purement descriptif lorsque je parle d'un joueur sur la touche, et qui est là par contre plutôt négatif lorsque je me plains de ne jamais participer et d'être toujours mis à l'écart. Donc pourquoi je vous parle de cela? Tout simplement parce que quand vous apprenez le français, si vous avez l'habitude de traduire mot à mot, vous n'allez pas comprendre l'expression ni ce que cela veut dire. Donc pensez bien au contexte, pensez bien à qui parle à qui, donc la situation de communication, prenez en compte des paramètres. Alors, c'est assez peut-être pénible au début, c'est assez contraignant, ce n'est pas immédiat. Mais si vous faites attention à cela, eh bien, vous gagnerez du temps par la suite. Plus vous allez le faire lorsque vous apprenez, plus vous allez gagner du temps par la suite parce que, en fait, vous allez tout simplement découvrir la façon dont les gens utilisent le langage, la manière de penser des Français qui n'est peut-être pas la même manière de penser ou de construire des phrases que la vôtre, parce que vous venez d'un autre pays, donc vous avez un autre langage et donc vous avez également une autre manière de construire les phrases, une autre manière de penser. Un des conseils que je vous donne également, c'est de lutter contre la globalisation. Nous savons que sur les réseaux sociaux, nous savons que sur beaucoup d'applications, on nous apprend les choses de manière globale parce que c'est plus facile et plus économique. Néanmoins, gardez en mémoire toujours que chaque langue est unique. Même si c'est une langue d'un groupe latin. Je vais prendre un exemple avec l'arabe. L'arabe qui est parlé en Tunisie n'est pas le même arabe qui est parlé à Dubaï et n'est pas le même arabe qui est parlé à Oman ou qui est parlé en Irak ou dans un autre pays ou qui est parlé peut-être dans d'autres régions du monde. Et d'ailleurs, il y a même à l'intérieur de la langue arabe, de l'arabe de communication et de l'arabe littéraire. Il y a déjà même des différences. Le français, ce n'est pas l'italien. Même si l'italien et le français ont tous les deux des racines latines, il y a des sons qui n'existent pas en italien, qui existent en français et vice-versa. Pareil pour les langues asiatiques. Une personne japonaise, ce n'est pas du tout la même chose qu'une personne vietnamienne et donc le langage est différent, le vietnamien est différent du japonais qui lui-même est différent du chinois. Alors s'il vous plaît, lorsque l'on apprend une langue, faites attention à cela, on ne fait pas de généralité. Si justement on fait l'effort de découvrir une langue, on part à l'aventure, on part à la découverte. Et donc les choses, les gens, les cultures, les mots sont différents. Donc le contexte que j'ai envie de vous dire, c'est imaginez que vous avez votre âme d'enfant et que vous jouez, ou alors que vous êtes un explorateur et vous allez explorer la langue et en disant dans mon pays c'est comme ça, dans ma culture c'est comme ça, mais dans cette culture c'est différent. Alors certes, nous avons besoin de l'anglais parfois pour traduire et pour réussir à créer en fait un pont afin d'arriver à communiquer et d'expliquer les choses.
mais c'est juste une aide. En fait, il va falloir faire quelque chose, et cette chose, c'est qu'il va falloir travailler par vous-même, et donc il va falloir observer. Si vous êtes dans le pays, c'est génial, vous allez pouvoir faire de l'immersion, observer, et n'hésitez pas à demander aux personnes: je suis étranger, je suis étrangère, j'apprends le français, est-ce que tu peux vérifier que j'ai bien compris? Je crois que cette expression veut dire ça. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? N'hésitez pas à demander à être corrigé. Souvent, les gens ont tendance à ne pas vous corriger. Ensuite, même si vous êtes en France à Paris, les gens, quand vous êtes étranger, ont tendance à parler en anglais avec vous. Refusez cela. Dites: je suis désolée, je suis ici pour apprendre le français. Est-ce que tu peux parler en français avec moi? Même 10 minutes, même 15 minutes par jour. Mais il faut une pratique régulière de la langue pour vous forcer à parler et demander à être corrigé. Du moment que c'est bienveillant, du moment que c'est pour vous aider à progresser, c'est très important. Moi, à titre personnel, je vais aller en Italie et donc j'apprends l'italien. Et donc je demande à mes amis italiens: est-ce que j'ai bien prononcé? Est-ce que c'est la bonne expression? Est-ce que j'utilise ce mot dans cette situation? S'il te plaît, corrige-moi. S'il te plaît, dis-moi quand j'ai fait une faute. Et même si parfois nous utilisons donc l'anglais pour expliquer, parce que je ne parle pas encore bien italien et eux ne parlent pas le français, nous essayons à un moment de parler et de corriger. Maintenant, je voudrais aussi faire un petit conseil, c'est sur la grammaire. Il y a un cliché qui dit qu'il faut parler au maximum la langue pour comprendre. La grammaire et certains concepts, quand vous êtes débutant, doivent être enseignés dans votre langue pour comprendre le mécanisme. Ensuite, quand vous serez d'un niveau supérieur, à partir de A2+, B1, B2, etc., oui, vous pourrez avoir peut-être de la grammaire en français pour comprendre. Mais sinon, essayez toujours de vous faire expliquer les choses dans votre langue et après vous vérifiez auprès des natifs si vous avez bien compris. Donc, vous voyez, ceci est très long, mais apprendre une langue, c'est très long. Nous vivons dans un monde de l'instantané, dans un monde où nous voulons tout de suite. Lorsque on veut apprendre à faire quelque chose, prenons le temps. Donc n'hésitez pas à revenir sur les anciennes vidéos et n'hésitez pas à refaire des anciens exercices, et nous allons bientôt prochainement sur cette chaîne mettre des exercices qui seront mis sur les anciennes vidéos, donc pour permettre de pratiquer, de vérifier si on a bien compris. Une autre chose, si jamais vous n'avez pas la possibilité d'être à l'étranger, c'est de créer des groupes d'apprenants qui se mélangent également des natifs avec des personnes qui apprennent la langue, et de vérifier et de parler à tout moment, d'organiser. Donc je suis actuellement là sur YouTube à distance avec vous, mais je vous encourage à créer des initiatives réelles. Rencontrez-vous, lâchez les écrans, lâchez un petit peu le virtuel, utilisez le virtuel comme tremplin pour ensuite faire des activités réelles. Faites en sorte que les deux choses soient communes. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'utiliser des applications ou des chaînes comme YouTube ou comme des applications de langue, mais ça veut dire qu'il faut mélanger et ne pas exclusivement faire cela. Surtout si vous n'avez pas la possibilité de voyager dans le pays ou de rester suffisamment longtemps, ou si vous êtes timide. En tout cas, il faut du virtuel et du réel, il faut absolument les deux choses. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à poser toutes vos questions, je réponds. C'est important que nous ayons un échange. Voilà un petit peu mes conseils du jour, et puis nous allons sur cette vidéo qui va lister quelques mots et expressions familières. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre intérêt pour la langue française, et je vous souhaite à tous une agréable journée ou soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Merci. Pensez à mettre sur pause ou stop pour avoir le temps de lire tranquillement. Il existe 3 registres de langue en français, donc imaginons que nous voulons parler du succès de la chaîne, donc familier, standard ou soutenu.
Donc, exemple, si je prends l'expression flex, 1 million d'abonnés, c'est mon plus gros flex. En langage standard, la chaîne a maintenant 1 million d'abonnés, quelle réussite! Et en langage soutenu, le triomphe de cette chaîne et son millier de souscripteurs. Donc, flex, flexer, ça veut dire tout simplement, flex en tant que mot, le succès, en tant que verbe, se mettre en avant. Ce mot existait déjà en français, mais dans un autre sens, à ne pas confondre avec un langage français qui voulait dire rendre moins rigide. De nos jours, ça veut dire en mettre plein la vue, se mettre en avant, se valoriser et balancer de la poudre aux yeux. Alors maintenant, nous avons d'où vient flex et flexer. Eh bien, c'est vient de l'anglais qui veut dire en fait se la péter. Et d'ailleurs, to be on flex par contre est un peu plus positif parce que ça veut dire être parfait et être sans défaut. Très souvent utilisé sur les réseaux sociaux, dont Instagram et TikTok. C'est également un synonyme de perfection lorsque l'on parle de l'apparence physique. Porter un jean on flex, ça veut dire que ce jean vous va très bien. C'est la S. Alors, cette expression familière signifie que c'est la dèche, une autre expression française qui veut dire c'est la misère, c'est la pauvreté, au sens propre comme au figuré. Donc, c'est lié au manque d'argent ou de biens. Exemple, à la fin du mois, c'est la S. Vous avez à l'écran les synonymes, être à court d'argent, être ric-rac, être short, c'est la ruine, c'est la misère, avoir du mal à joindre les deux bouts. D'où ça vient? Eh bien, ça vient de l'arabe et ça venait de est qui voulait dire tout simplement avoir la volonté de nuire. Donc, il y a une idée de mauvais œil, de destruction, de perte d'abondance, de nuisance et de ruine. Donc, de misère, aussi bien dans votre vie perso qu'au niveau des biens matériels. On l'utilise principalement pour un manque de biens matériels. Hein. Voilà, donc à la fin du mois quand vous attendez votre salaire. Cagole. Alors, cagole, c'est à l'origine un adjectif du dialecte régional du sud de la France. Ça désigne une femme, souvent jeune, qui se met en avant, qui est un petit peu voyou. Et ce qui est drôle, c'est qu'à Marseille, ça peut parfois être affectueux parce que ça désigne également une femme qui n'a pas peur des hommes et qui profite pleinement de l'espace public. Vous savez que les femmes et l'espace public, elles ont beaucoup de difficultés à en profiter autant que les garçons. À l'origine, ça venait des travailleuses qui travaillaient en usine et qui avaient une mauvaise réputation et qui se livraient à divers trafics, mais qui avaient aussi un très franc-parler et qui arrivaient à s'imposer aussi dans la société. Et donc de nos jours, cagole, ça peut être aussi la femme libérée, bien dans son corps et ses choix de vie, qui n'a pas peur des hommes, en tout cas qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas imposer l'autorité par les hommes. Tout dépend du contexte, du ton sur lequel c'est dit. Est-ce que c'est en mode insulte, invectivation, invectiver quelqu'un ou pas. En scred. En scred, c'est une locution qui signifie agir en secret. Scred, c'est le verlan du mot discret. Alors, dans les années 90, on disait scredi. Et comme les jeunes maintenant vont de plus en plus vite, ils disent en scred. C'est-à-dire être fourbe, pas franc, avoir un comportement répréhensible, agir dans le dos des gens. On dit aussi en douce, en soum-soum, agir de manière en louchébem également, donc une expression encore plus ancienne. Au KLM, alors c'est une expression jeune qui signifie au calme, on est chez moi tranquille au KLM, on est chez moi tranquille, on se repose. On peut dire au calme ou au KLM, comme vous voulez. Donc c'est apparu dans le langage texto et sur les forums de discussion sur Internet. Synonyme tranquille, au calme, relaxé, posé et détendu. Zarma. Alors Zarma, c'est utilisé par les jeunes, notamment les quartiers populaires, et c'est pour montrer qu'on est perplexe, beaucoup de sarcasme, on n'y croit pas et on est un peu surpris. Zarma, comment elle se la pète? Genre, elle se la pète. Donc genre, style. Zarma, il a rencontré Taylor Swift. J'y crois pas du tout qu'il l'a rencontré. Et donc ça marque le côté ben voyons, c'est ça, sans blague. Slay. Alors slay, c'est un terme, c'est un amélioratif qui est utilisé comme compliment. J'ai slay ça veut dire j'ai tout réussi. Et ça vient de l'anglais qui veut dire tuer, mais dans le sens vaincre.
dans le sens to achieve, et donc c'est quelque chose qui s'approche de c'est mortel, c'est trop bien, c'est génial, ça déchire, c'est de la bombe, bravo, bravo, t'as assuré, t'es un chef, t'es un crack. Bref, un compliment. Poseille, alors malgré le EY, on ne dit pas posy, on dit poseille comme dans groseille, et c'est le synonyme de chill, pépère, pépouze, bien tranquille, posé, calme, serein, pas de souci, on est posé en terrasse avec des amis, on est tranquille en terrasse avec des amis, en train de boire un verre ou discuter, on passe un bon moment, calme et serein. Goat, alors ceux qui traduisent tout de l'anglais vers le français, goat ce n'est pas une chèvre, ça vient de l'expression de Mohamed Ali, the greatest of all time, le plus grand de tous les temps. Donc synonyme de champion, de chef, de boss, le plus grand, bien évidemment, c'est un compliment. Exemple, Mbappé c'est un goat, Mbappé est un immense joueur. Voilà, à bientôt pour de prochaines expressions. Merci et n'hésitez pas à regarder les 2 précédentes vidéos sur le sujet et à vous abonner pour nous soutenir. Je vous remercie. Bonne journée.